Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Après Berlin, avant Munich aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était donc à Paris hier soir, invité à l'Elysée par Emmanuel Macron pour signer un accord de sécurité, un accord bilatéral avec la France. Qu'est-ce que ça va changer sur le terrain et quand ? Écoutez, vous savez, d'abord cet accord est très semblable à celui qu'il a signé avec le chancelier allemand. Et la France et l'Allemagne, aujourd'hui, je ne dirais pas volent au secours de l'Ukraine, parce que c'est déjà fait depuis 2 ans, très largement, très profondément, mais accentuent fortement leur soutien à l'Ukraine pour 2 raisons. La première, c'est que les États-Unis font défaut à cause de M. Trump, qui a demandé à ses partisans majoritaires à la Chambre des représentants de bloquer toute aide à l'Ukraine. Aujourd'hui, M. Trump a les mains, les bras, jusqu'aux épaules, couverts de sang ukrainien. Cet homme, je ne veux pas employer de trop grands mots, mais cet homme porte une lourde responsabilité, et cet homme, M. Trump, est évidemment coupable de la mort d'un grand nombre de soldats ukrainiens. Et donc, l'Europe prend le relais. En attendant une adhésion à l'Union européenne, en attendant une adhésion à l'OTAN aussi, est-ce qu'on est dans le concret quand même ? Il y a 3 milliards de plus de dépenses, ou alors avant tout dans le symbolique aujourd'hui avec cet accord ? Non, écoutez, on n'est pas dans le symbolique. D'abord parce que 3 milliards, c'est pas rien. Ensuite parce que le président de la République va se rendre, il l'a annoncé hier, il l'a confirmé hier. Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines en Ukraine. On sait quand ? Pardon ? On sait précisément mi-mars, semble-t-il, mais non, je n'ai pas la date exacte, mais c'est grosso modo mi-mars. Et surtout parce que l'Union européenne s'est mise en ordre de marche pour véritablement doper sa production de munitions afin de pouvoir en livrer un nombre considérable à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on assiste à un changement qui n'est plus un changement quantitatif, mais un changement qualitatif. L'Union européenne aura produit fin décembre prochain quand même 1 million de munitions. L'Union européenne avait promis ce million de munitions à l'Ukraine pour le printemps. Malheureusement, on n'y arrive pas. On sera quand même arrivé à 500 000. Hein. Ça, c'est pas rien. Mais bon, le million... Oui, pardon. Elles font défaut, ces munitions, on le précise quand même sur le front. Elles font défaut, justement. De manière très elles importante. font défaut, parce que qu'est-ce qui s'est passé là Pardon. Non, allez-y, terminez, Bernard Guetta. Qu'est-ce qui s'est passé sur le front ukrainien ces 2 derniers jours ? Les Ukrainiens ont dû abandonner une position qui n'est pas une position fondamentale, mais symboliquement, quand même, c'est une position. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il manquait de munitions. Alors, cet accord, on évoque la durée de 10 ans pour cet accord. Pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, est-ce qu'il faut comprendre de cela que la guerre va être faite pour durer 10 ans, ou peut-être même plus encore ? Écoutez, la guerre, je ne sais pas, personne ne sait. Monsieur Poutine peut être renversé demain matin, il peut avoir une crise cardiaque. Peut-être que la raison peut lui venir. Non, je n'y crois pas. Oui. Je dis ça dans un sourire triste, Non, je ne sais pas combien, et personne ne le sait, combien de temps va durer cette guerre. Mais il est certain qu'il faut se préparer à la possibilité qu'elle dure. Et donc, dans la durée, vous avez évoqué les fonds. Donc Emmanuel Macron a dit jusqu'à 3 milliards supplémentaires pour 2024. Supplémentaires, bien sûr. Après 1,7 milliard en 2022, un peu plus de 2 milliards en 2023. On le trouve où, cet argent ? On le trouve malheureusement dans le déficit, évidemment dans le déficit. Et c'est un problème, c'est évidemment un grand problème financier. Mais d'un autre côté, réfléchissons une seconde, si les troupes de M. Poutine pouvaient entrer par défaut de munitions, par défaut de soutien des Européens aux Ukrainiens, pouvaient entrer demain à Kiev, qu'est-ce qui se passerait ? Combien cela coûterait au budget de la France, de l'Allemagne, des 27 pays membres de l'Union européenne ? Beaucoup, beaucoup plus. Alors oui, effectivement, c'est un investissement qui nous coûte, premièrement. Bien sûr que oui. Et deuxièmement, qui creuse... d'ailleurs. Oui, c'est un investissement politique, naturellement. Oui. Et deuxièmement, qui creuse notre déficit. Mais nous sommes obligés de le faire. Et est-ce que, justement, quand on parle de creuser les déficits, de dépenser davantage, y compris pour notre propre armement, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, les Français doivent aussi peut-être se préparer à subir
ou du moins à connaître, des hausses d'impôts, y compris pour financer cet effort de défense, cet effort d'armement? Parce que c'est un sujet qui Écoutez, se pose l'économie et les finances, comme vous le savez, ce n'est pas véritablement ma spécialité. J'espère que l'on pourra échapper à des hausses d'impôts. Est-ce que ce serait légitime? Pardon? Est-ce que ce serait légitime? Écoutez, ce qui est absolument légitime et ce qui sera et ce qui serait légitime, c'est de tout faire pour que M. Poutine ne puisse pas gagner en Ukraine. Absolument tout faire. Emmanuel Macron, qui était donc aux côtés de Volodymyr Zelensky hier à l'Élysée, et voilà ce qu'il a assuré également, hein, entre autres promesses: la France n'est pas en guerre avec la Russie. Que les choses soient claires, la France n'est pas en guerre, ni contre la Russie, ni contre le peuple russe. La France a d'ailleurs tout fait pour empêcher la guerre en Ukraine. Bernard Guetta, pourquoi il faut continuer, en quelque sorte, à prendre ces pincettes-là quand on soutient à ce point l'Ukraine, quand on s'affiche aux côtés de l'Ukraine contre la Russie? Mais parce que M. Poutine agresse l'Ukraine. Premièrement, il n'a pas directement, en tout cas, agressé la France ni aucun autre pays de l'Union européenne. Il les menace, ce qui est tout à fait différent. Mais l'agression n'est pas là. Nous n'aurions pas à nous considérer, nous, comme en guerre avec l'Ukraine, avec la Russie, excusez-moi. Nous soutenons l'Ukraine, oui, ça, oui. Nous sommes des alliés de l'Ukraine. Et donc il faut quand même aujourd'hui, parce que ça a été reproché à Emmanuel Macron, il fut un temps, de soigner, de continuer à soigner sa relation avec Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky le lui a même reproché. Est-ce qu'on est toujours dans cette ligne-là, ou est-ce qu'il y a un changement d'approche qu'on a pu entendre aussi quand même avec cet ardue en même temps hier par Emmanuel Macron? Écoutez, moi je ne dirais pas que le président de la République ait soigné sa relation avec Vladimir Poutine à aucun moment. Il lui a encore dit pardon il y a un mois et demi, un peu plus au mois de décembre. Je n'ai pas changé de numéro. Si Vladimir Poutine a des propositions à faire, on peut se parler. C'était en substance ce qu'il a dit. Malheureusement, Vladimir Poutine est le chef d'État de la Fédération de Russie. Nous sommes bien obligés, le président de la République certainement, de parler le jour venu, si besoin est, avec ce président de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, je crois que c'est totalement inutile, et le président de la République a l'air de considérer lui aussi que c'est totalement inutile aujourd'hui, bien entendu. Bernard Guetta, on se retrouve dans un très court instant. On va parler de la mort d'Alexeï Navalny, cet opposant à Vladimir Poutine annoncé hier. C'est juste après le Fil Info à 8h40, Sophie Echen. Donald Trump condamné à une amende de 355 millions de dollars pour fraude financière au sein de son empire immobilier. Il a également interdiction de gérer des entreprises dans l'État de New York pendant 3 ans. L'ancien président américain, candidat à sa réélection en novembre, nie en bloc et dénonce une instrumentalisation envers un opposant politique. Il va faire appel. Un accord bilatéral de soutien à l'Ukraine signé hier soir par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. La France s'engage à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev cette année. L'Ukraine en difficulté sur le terrain, contrainte d'abandonner la ville d'Avdiivka face à l'armée russe. 5 mois après la mort de Sokaina à Marseille, cette jeune femme victime d'une balle perdue alors qu'elle était dans sa chambre. Son meurtrier présumé a été arrêté. Il a été placé en détention provisoire hier soir. Cet adolescent de 16 ans est mis en examen pour assassinat. La star américaine de la pop Taylor Swift a fait un don de 100 000 $ à la famille de la femme tuée cette semaine à Kansas City en marge d'une fusillade en pleine parade du Super Bowl. France Info. Le 8-30 France Info. Adrien Beck, Jules Dequisse. Et Bernard Guetta, eurodéputé Renew, Renaissance. On évoquait les aides américaines, les aides européennes. Et maintenant, avec le contexte évidemment de la mort hier d'Alexeï Navalny dans cette prison du Grand Nord russe. À propos des aides, justement, on parlait du blocage américain. Est-ce que cette mort d'Alexeï Navalny peut-être changer quelque chose du côté des États-Unis? J'aimerais que les députés, les représentants trumpistes aient honte de ce qu'ils font. Car en fait, ils soutiennent directement Vladimir Poutine, c'est-à-dire non seulement l'agresseur de l'Ukraine, mais l'homme qui vient d'assassiner un opposant de plus. Parce que Alexeï Navalny n'est pas le premier opposant tué par ce régime. Il y a eu avant, notamment, Boris Nemtsov. Boris Nemtsov qui était, comme l'était Navalny jusqu'à
hier matin, je le dis avec un peu d'émotion, même beaucoup d'émotion, parce que je connais sa famille et je le connais... Enfin bon. Mais Nemtsov et Navalny étaient deux hommes qui, se présentant dans une élection présidentielle à la loyale contre Vladimir Poutine, l'auraient littéralement écrabouillé, l'auraient littéralement pulvérisé. Vladimir Poutine avait peur d'Alexeï Navalny. C'est un petit peu ce que semble dire Emmanuel Macron. Hein, mais il a raison. Révélateur d'un régime qui a peur. J'ai beaucoup apprécié cette déclaration du président de la République, car il a véritablement raison. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine, s'il était si sûr de sa base sociale, de sa popularité, de l'approbation de la population russe pour la guerre lancée contre l'Ukraine, pourquoi aurait-il envoyé Navalny dans un camp au-delà du Grand Nord ? Au-delà du Grand Nord, pour déjà 19 ans de prison. Et pourquoi ? Pour extrémisme officiellement. Extrémisme, c'est extraordinaire. Extraordinaire. 19 ans de prison pour extrémisme. Mais où est-ce qu'il a été poseur de bombes? Où est-ce qu'il a été assassin? Où est-ce qu'il a été quoi? Vous savez ce que c'était son extrémisme? C'était de dénoncer sur les réseaux sociaux les plus grandes corruptions du pays. Avec des preuves, avec des photos, avec des documents. Quel était son autre extrémisme à Navalny? C'était de dénoncer la violence et les assassinats commis par ce régime. Vous parlez, pardon, de la peur de Vladimir Poutine, d'une forme aussi de paranoïa, mais on a l'impression que malgré tout, rien ne l'arrête et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Emmanuel Macron, il a dit hier sa colère, son indignation. Bon, que peut-on faire de plus que de dire colère et son indignation? Quand M. Prigojine a tenté une sorte de coup d'État contre Vladimir Poutine en faisant monter des troupes et des tanks vers Moscou. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Est-ce qu'on a vu 35 secondes un seul soldat de l'armée russe s'opposer à ce mouvement? Est-ce qu'on a vu des officiers? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a vu les foules descendre dans les rues de Moscou pour défendre un régime légitime et populaire, celui de M. Poutine? Pas une seconde. Pas une seconde. Mais permettez-moi encore une chose. Si M. Poutine était si populaire que ça, est-ce que vous ne croyez pas qu'il pourrait organiser à Moscou et dans toutes les grandes villes de Russie des manifestations de soutien à sa guerre en Ukraine? Écoutez, quelques semaines après le début de l'agression, il a organisé une manifestation de soutien, oui, c'est vrai, dans un stade. Oh, c'est vrai, un très grand stade. Dans un stade. Pardonnez-moi, on n'a jamais rien vu d'autre. Ce ne sont peut-être pas ces questions-là qui s'imposent aujourd'hui, c'est plutôt le résultat, l'impact de la mort d'Alexeï Navalny. Est-ce que de fait, en allant jusque-là, on attendra de connaître, si on les connaît un jour, les circonstances précises de sa mort, mais est-ce que de fait, il ne tue pas dans l'œuf toutes les oppositions, toutes les potentielles oppositions, et ce pour des années? Il avait deux choix, M. Poutine, en face de Navalny, qui était un homme d'un courage incroyable, stupéfiant. Il le laissait libre et il tombait face à Navalny. Je dis bien il tombait face à Navalny parce que Navalny, c'est comme, vous savez, les troupes qui tournent autour des murailles de Jéricho. C'était ça, véritablement ça. Mais maintenant, il est mort, alors que reste-t-il? Alors justement, maintenant, il est mort et ça crée un mouvement, je ne dirais pas, indignation n'est pas le bon mot, parce que quand on dit indignation, on voit tout de suite manifestation, etc. Mais d'émotion, de répulsion. Sa mort continuera à servir sa cause, vous en êtes sûr? Écoutez, je pense qu'il est entré au panthéon russe, Navalny. Mais du côté, Bernard Guetta, occidental, européen, américain peut-être aussi, est-ce que on peut réagir de façon concrète à ça? Mais non, on ne va pas marcher sur Moscou. On va pas. Mais vous savez, non, mais il y avait les sanctions, par exemple. Mais regardez le champ avec un succès mitigé. Les sanctions. Oh, un succès mitigé. Écoutez, ça, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Mais c'est pas ce dont on parle ce matin. Écoutez, le train de sanctions, de toute manière, un autre s'annonçait bien avant l'annonce de la mort de Navalny. Donc, mais vous dites on ne peut pas faire grand-chose, finalement. Ah non, mais attendez. Regardez le changement de ton dans les capitales occidentales, et notamment
à Paris, parce que véritablement, le président de la République, hier, a haussé le ton très significativement contre le régime Poutine. Quand il dit « ce régime a peur », vous savez, c'est très fort dans la bouche d'un chef d'État. Un chef d'État ne se permet pas, généralement, de dire ce genre de choses. Et finalement, le président de la République, hier, a ravalé M. Poutine à ce qu'il est. Et une sorte de Poutine russe. D'un mot très court, après la mort... Une sorte, excusez-moi... Oui. De Pinochet russe. Après la mort de Navalny, est-ce que Emmanuel Macron aurait raison de prendre un appel d'Emmanuel Poutine pardon, excusez-moi, moi aussi je fais un lapsus de Vladimir Poutine. De prendre un appel ? S'ils ont besoin de discuter. S'ils ont besoin, si Vladimir Poutine a besoin de dire quelque chose au président de la République, oui, il devra prendre l'appel, évidemment. Mais je ne vois pas ce que Vladimir Poutine aujourd'hui voudrait dire au président de la République. Enfin, à part, je rappelle mes troupes. Bravo. Un dernier sujet qu'on va aborder très rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps, les élections européennes. Vous êtes eurodéputé sortant. On voit le contexte international qui est très lourd, très chargé, mais du côté des troupes d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de tête de liste, pas de début de campagne, alors que Jordan Bardella caracole dans les sondages en tête et que lui, il fait campagne. Vous allez la désigner après les européennes, votre tête de liste ? Parce que nous ne sommes pas entrés en campagne. Pardon. C'est un problème de ne pas être entré en campagne. Écoutez, j'ai tendance à le penser aussi, mais d'un autre côté, il reste 3 mois jusqu'à l'élection. Vous avez fait part de votre intérêt pour être éventuellement tête de liste. Oui. Est-ce que ce n'est pas la meilleure manière de ne pas l'être, peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça n'était pas mon intention. Non, non, quand je dis que si on me propose d'être tête de liste, je relèverai le défi, bien sûr que je le relèverai. Ce serait une bataille pour moi à mener, et je dirais même que j'aurais non seulement... Enfin, je serais heureux de la mener parce qu'elle est immensément nécessaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de France Info ce matin. Bernard Guetta, eurodéputé Renew Renaissance, avec nous ce matin sur France Info.